Tu sais pas vraiment expliquer comment ça a fonctionné sur toi, mais ça a fonctionné. Et c'est peut-être le fait que tu n'arrives pas à expliquer que ça ait fonctionné qui fait que ça fonctionne. Je me perds dans mes trucs là. Hola chicos y chicas. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des livres que j'ai lus en janvier. J'ai lu 7 livres. Alors, ne vous méprenez pas, je lis jamais autant sur un mois. Et s'il y a 7 livres, c'est surtout parce qu'il y en a beaucoup qui font 100, 150 pages. Et aussi, il y en avait 2 que j'avais déjà commencé en décembre. Donc ne paniquez pas en vous comparant parce que je suis la première à le faire. À me dire, oh là là, mon Dieu, les gens ils lisent beaucoup trop. Et moi, je lis un livre sur 3 mois. Vous inquiétez pas, je vais tomber dans un giga slump dans 3 mois et je vais pas lire jusqu'à fin de l'été. C'est toujours ce qui arrive. Je vais profiter de ce mois-ci parce que j'ai quand même eu des bonnes lectures. Le premier livre que j'ai lu en 2026, c'est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. C'est un livre que j'ai lu avec ma copine Marge. On avait déjà lu Jane Eyre l'année dernière, on l'avait adoré. Ici, c'est beaucoup plus sombre que Jane Eyre. Il y a plein de similitudes entre l'écriture de Emily Brontë et de sa sœur Charlotte, mais les personnages sont pas construits de la même manière, mon lave-vaisselle, dans le sens où ici, les personnages, ils sont tous détestables. Pour celles et ceux qui connaissent pas l'histoire des Hauts de Hurlevent, c'est l'histoire de Heathcliff, donc c'est un garçon qui se fait adopter par un homme dans une famille anglaise. Il y a une histoire d'amour qui se développe entre lui et sa demi-sœur, même si techniquement ils sont juste frères et sœurs par alliance, vu qu'ils sont pas liés par le sang. Sauf que leur amour impossible se transforme en vengeance et ça a un impact sur les générations suivantes, sur leurs enfants, et c'est une vengeance qui tourne en rond en fait. Les personnages sont tous, je trouve, complètement névrosés et détestables. C'est difficile de s'identifier à un des personnages, à part peut-être la narratrice, qui est, j'ai l'impression au final, le personnage le plus intéressant de l'histoire. J'ai bien aimé, mais heureusement que le livre n'était pas plus long, parce que je crois que j'aurais badé sinon. Les descriptions, l'univers, etc. sont toujours aussi bien construits. J'ai hâte de lire Anne Brontë pour pouvoir faire un petit peu la distinction ou les rapprochements entre ces deux sœurs. On verra bien. Ensuite, j'ai lu Cro-Blanc de Jack London. C'était aussi une lecture qui allait trop bien avec la neige. Donc on suit Cro-Blanc qui est un mi-chien mi-loup qui naît dans le Grand Nord canadien. Et ça a été écrit, je crois, dans les années 1900 par là. Et il va traverser la brutalité des hommes, du monde, de l'état sauvage. Il va se retrouver livré à lui-même plusieurs fois. Il va avoir des maîtres qui sont bienveillants avec lui ou qui le maltraitent. Et va naître chez lui une dualité entre le bien et le mal, entre se défendre et laisser quelqu'un lui donner de l'amour. C'est hyper touchant, je trouve, comme lecture. Enfin, moi, il y a eu plusieurs fois où mon petit cœur en a pris un coup. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça nuance beaucoup le bien et le mal et le fait que personne ne n'est foncièrement bon ou mauvais, que c'est simplement les expériences qui nous façonnent. Ensuite, ce livre, c'est pour les personnes qui ont des daddy issues. J'ai lu Lettre au père de Kafka, qui est un livre qui remue pas mal si on s'identifie à sa lettre. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que c'est beaucoup plus indicateur de l'écriture de Kafka que la Métamorphose. Et souvent on se tourne vers la Métamorphose comme première œuvre de Kafka, alors qu'en vrai je trouve qu'on devrait lire celui-ci parce qu'il n'est pas très long et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus représentatif. Parce que la Métamorphose, c'est tellement un récit qui, je trouve, au niveau de l'écriture, est pas du tout personnel. C'est très impersonnel, justement, qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il écrit comme ça? Et je trouve qu'ici, lire un récit qui est personnel, mais écrit de manière très détachée, parce qu'il a une écriture qui est quasiment chirurgicale, c'est très administratif comme écriture. Du coup, ça contraste entre le récit qui est personnel et qui est quand même émouvant et touchant,
et son écriture qui est très froide, très lointaine, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment très impersonnel, très objectif au fond. Et du coup de là, j'ai lu plein d'analyses de son écriture, je me suis renseignée sur ses œuvres et j'ai vraiment envie de lire son journal. En gros, pour le contexte, il a écrit cette lettre à son père en 1919. Il ne lui a jamais donné, il l'avait confiée à sa mère, mais sa mère ne l'a jamais donnée à son père de peur que ça le blesse. Et en gros, c'est après un énième échec au niveau de son mariage, où son père était opposé à l'union en gros, que Kafka a décidé d'écrire cette lettre pour un petit peu, je pense, vider son sac, tout simplement. Et au final, ça devient plus une confession intellectuelle qu'une confession émotionnelle et personnelle. Je trouve aussi que c'est une œuvre qui va faire qu'on va comprendre le reste de ses œuvres. En tout cas, ça aide à comprendre son écriture. C'est pour ça que je trouve vraiment ça beaucoup plus pertinent de commencer par cette œuvre si on veut commencer à lire l'auteur. J'ai lu par exemple dans ses livres Le Procès ou Le Château, dans les deux il y a une figure d'homme très autoritaire et du coup là on comprend que c'est inspiré par son père. Même au niveau de la métamorphose, la famille elle est expliquée, elle est dépeinte comme des parents qui s'en foutent un petit peu de leur enfant, c'est l'enfant qui doit justement subvenir aux besoins de sa famille et au final il a aucune reconnaissance de ses parents. Je trouve que ça aide vraiment à comprendre le reste de ce qu'il a écrit. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de lire son journal. Ah oui, et j'avais écrit ce dépouillement de lyrisme dans un style froid, presque administratif, laisse au lecteur la place d'éprouver l'angoisse dans son entièreté. Il mêle aussi le réalisme et l'irréalisme en les décrivant de la même manière, ce qui renforce l'absurde. Oui, parce que par exemple dans la Métamorphose, il explique le fait que l'homme devient un insecte géant, de la même manière qu'il explique que, comme tous les jours, le gars s'est levé le matin et que, en fait, c'est en se regardant dans le miroir qu'il a capté qu'il s'était transformé. En fait, tout est écrit d'une certaine latence, je sais pas comment expliquer ça. Au final, c'est le lecteur qui met l'accent sur certaines choses par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il touche, aussi par rapport à ce qui l'impacte. C'est un peu perturbant comme écriture, mais c'est intéressant à lire. Ensuite, j'ai lu un morceau de Cœur en plus de Deborah Garcia. J'avais déjà lu Tous mes hasards se ressemblent l'année dernière. Ça parlait plus des relations. Ici, j'ai l'impression que ça parle un petit peu des relations, mais que ça parle beaucoup de sa relation avec elle-même, son anxiété, son corps, ses angoisses. C'est un recueil de poèmes qui explique un peu comment le cœur se brise et se reconstruit par après. Je l'avais commencé en décembre et j'ai lu les 2 tiers restants pendant le mois de janvier dans le train. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est une écriture qui est très simple, qui est très actuelle et à la fois c'est impossible de ne pas se reconnaître dans ce qu'elle écrit, je pense. Et justement c'est une écriture qui est très abordable, c'est facile à lire, ça se lit vite aussi. Je trouve aussi que ces livres, c'est des livres que tu peux reprendre dans ta bibliothèque et même si tu les as déjà lus, tu peux les refeuilleter. Donc voilà, très très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani qui était dans ma liste depuis des lustres et il y avait plein de gens qui me disaient que je devais le lire. J'ai adoré son écriture. En fait c'est un peu le genre de bouquin où t'as l'impression que ça raconte rien en particulier mais tu sais pas vraiment expliquer comment ça a fonctionné sur toi, mais ça a fonctionné et c'est peut-être le fait que t'arrives pas à expliquer que ça ait fonctionné qui fait que ça fonctionne. Je me perds dans mes trucs là. En gros, c'est l'histoire, c'est un peu un autoportrait littéraire où elle explique qu'elle n'avait pas beaucoup d'inspiration en début de livre. Et puis je pense que c'est une de ses éditrices, j'espère que je dis pas de conneries, qui lui propose de passer une nuit dans un musée à Venise. Et au début, elle hésite à refuser, et puis finalement elle dit oui. Et de là, en fait, on suit ses pensées qui errent en même temps qu'elle dans le musée pendant toute une nuit. Ça dérive, ça parle de féminité, ça parle de sa famille, ça parle d'où elle vient, ça parle de mémoire, de famille, elle parle de la mort de son papa, de l'exil, ça parle de l'écriture, ça parle de plein de choses, de voyages, et en fait c'est hyper fluide à lire, c'est hyper facile de s'imaginer ce qu'elle décrit. C'est très poétique et
je sais pas, j'ai adoré en fait. C'était vraiment ma meilleure lecture, je crois, du mois de janvier. Ensuite, j'ai lu The Vegetarian de Han Kang. Je pense que c'est un livre qui a gagné le prix Nobel, je crois que c'était en 2024. J'espère que je me trompe pas. C'est complètement what the fuck, ce livre. Vraiment, il est d'une bizarrerie. C'est même pas bizarre, c'est pas cringe. C'est que tu te sens dans un malaise et un sentiment de froid pendant tout le livre. Je sais pas vous décrire ça correctement. En fait, il faudrait que vous le lisiez pour comprendre mon ressenti, je pense. Et donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le livre, c'est l'histoire de Yoongi, mais j'espère que je fais pas de faute dans la prononciation du nom, qui est une femme coréenne ordinaire et qui, du jour au lendemain, après avoir fait un rêve, elle décide de baquer toute la viande qu'elle a dans le frigo. Donc son mari se lève, il se demande quoi, elle lui dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de viande sous ce toit, on mangera plus de viande sous ce toit. Et en fait, elle est face à tous les jugements de sa famille qui comprennent pas son végétarisme du jour au lendemain. Ils essaient de la forcer à manger de la viande. Et au début, on croit vraiment que le livre est très centré sur le fait de plus manger de la viande. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas un livre sur le végétarisme ou sur le véganisme. C'est un livre sur la résistance dans une société bâtie comme la nôtre, sur une société patriarcale, sur une société de consommation, sur une société où la femme n'a pas son mot à dire, qui plus est en Corée où c'est encore un autre système qu'en Europe par exemple. Et en fait, petit à petit, on comprend qu'elle essaie de se détacher du corps, qu'elle essaie de se détacher de la pensée, du jugement. Et il y a une double lecture dans le livre où soit en fait tu prends la lecture comme elle est. Tu crois en fait le personnage principal qui dit en fait tous les humains sont des animaux, moi je veux arrêter de consommer des animaux, je veux arrêter de consommer du sang, je veux me détacher de tout ça. Ou alors tu analyses ça comme la femme est en train de devenir folle et en fait elle sombre de plus en plus dans la folie. Dans les deux cas, je pense que les deux lectures sont valides. Mais c'est un livre qui est tout le temps dans la métaphore et c'est hyper perturbant, mais c'est très bien écrit parce que franchement, je sais pas comment elle a fait pour aller chercher tout ça, l'autrice, mais je trouve que c'est pertinent du début à la fin. Le fil conducteur, il est bien entretenu. On a 3 chapitres dans le livre et chacun est raconté par une personne qui n'est pas le personnage principal. Donc jusqu'au bout, on empêche la femme d'expliquer son ressenti, d'exprimer ce qu'elle ressent, d'exprimer ce qu'elle pense. On a encore plus la sensation de la faire taire, du coup. Ou alors, justement, on peut prendre ça comme le fait qu'elle décide elle-même de se taire parce qu'elle en a marre de se justifier. Enfin, c'est une dinguerie. Franchement, c'est hyper bien écrit. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Et je pense, par contre, qu'il faut bien checker les trigger warnings avant de lire ce livre. Surtout en tant que femme, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets sensibles. Donc assurez-vous de tout checker avant de le commencer si vous voulez le lire. Parce que je crois que ça peut mettre mal plus d'une personne sur plein de sujets, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit banne. Donc voilà. Et alors, le dernier livre que j'ai lu en janvier, mais c'est plutôt un livre que j'ai terminé et que j'avais commencé début janvier, c'est Emily Wilde's l'encyclopédie des fées. Déjà, est-ce qu'on peut parler à quel point la couverture est trop belle? C'est l'histoire de Emily qui est une universitaire qui part dans un petit village nordique pour étudier certaines fées là-bas et pouvoir, je crois, faire une conférence à la fin ou une espèce d'encyclopédie, enfin voilà, vous avez compris. Elle est un peu asociale et maladroite malgré elle, donc du coup il y a plein de scènes qui mêlent un peu de l'humour, c'est super touchant et mimi. L'univers un petit peu féerique mais un peu dangereux quand même, ça rend tout un petit peu mystérieux et le fait de l'avoir commencé quand il neigeait, c'était pareil, période trop bien. Je l'ai terminé hier
Et alors, dans l'histoire, elle a un collègue qui s'appelle Bumblebee qui la rejoint et en fait, il la saoule tout le temps, enfin, il est oppressant et elle aime bien ses petites affaires dans son coin et en gros, il y a toujours des petits conflits entre eux mais qui sont trop mignons à lire. C'était une très très bonne lecture. À la base, je pensais pas lire le deuxième, mais je pense que je vais lire le deuxième si il me reste en tête, parce que je vais pas le lire tout de suite. Mais je me suis quand même bien attachée aux personnages, que ce soit aux deux personnages principaux, mais aussi aux autres villageois du livre. Et je me demande d'ailleurs si elle va y retourner ou si ça continue dans d'autres contrées. Mais voilà, c'était une très bonne lecture, très cocon. Donc si vous voulez une lecture réconfortante, avec de la fantaisie, du surnaturel, etc., mais que vous n'avez pas trop envie de vous investir comme une grosse saga, allez-y les yeux fermés parce qu'en plus ça se lit facilement. J'ai trouvé perso que c'était un petit peu lent au début, mais après voilà, c'était fluide, c'était chouette. Et du coup là j'ai commencé Just Kids de Patti Smith. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour avoir des updates parce que je suis plus active au jour le jour sur cette plateforme là, alors que YouTube c'est plus chaque semaine je monte une vidéo du coup. Mais voilà, c'est tout pour mes petites lectures de janvier. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous font envie, votre avis, ce que vous lisez pour le moment. Dites-moi tout ça en commentaire. Et merci pour tous les retours positifs que j'ai eu sur mes dernières vidéos. Ça fait trop plaisir de voir que vous ne m'avez pas oublié. Vous avez été un peu mon petit rayon de soleil de ces dernières semaines. Et je vous vois les nouveaux et les nouvelles qui viennent s'abonner. C'est trop chouchou, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.